merci. Je dois préciser que je ne suis pas du tout historien de la comptabilité. Donc je connais un peu certaines choses, mais je ne parle pas d'histoire de comptabilité, mais d'histoire des concepts que la comptabilité a pu utiliser, l'histoire des mots et des concepts. Donc je vous prends un travail qui vise à simplement apporter des matériaux. Donc je n'ai pas de prétention ici à reconceptualiser directement, c'est à vous, c'est à nous collectivement de reformuler. Je ne prétendrai pas du tout le faire en direct, plutôt simplement apporter des documents qui permettent de penser, de comprendre d'où viennent ces notions qui sont les bases de la réflexion économique et de la pratique comptable et de la réflexion comptable, et dont nous avons besoin donc de connaître l'histoire pour éventuellement comprendre à quel moment, quels sont les nœuds, les bifurcations sur lesquelles on peut revenir pour reformuler quelque chose aujourd'hui. Donc, je n'ai pas l'habitude des PowerPoint. On va voir, oui, ça marche comme ça. Donc, pour commencer, les mots capital et risque, qui semblent être des mots extrêmement contemporains, surtout quand on les associe, capital-risque. Ça marche ensemble, et une chose que l'on ne sait pas forcément, ce sont des mots qui sont nés ensemble et qui apparaissent ensemble exactement vers 1140 à Pise. Alors le mot capital, pour commencer, de l'adjectif latin capitalis, qui veut dire le principal, alors c'est un mot qui a donné beaucoup de mots dans les langues vernaculaires. Juste, je parlerai l'arrière-plan pour que ce soit bien clair pour tout le monde. La transformation, la formation des langues romanes se produit progressivement et avec des différences selon les régions entre, disons, le 8e siècle. Donc c'est le moment où il y a un décrochage entre le latin, la langue commune parlée dans la vie quotidienne, et la langue écrite. Et quand le décrochage devient manifeste, on commence à avoir une écriture de ces langues vernaculaires. Ça commence un peu plus tôt pour le français. On a quelques traces dès le 9e, 10e siècle. Beaucoup plus tard pour l'italien, où l'écart est moindre. Et les premiers mots, les premières écritures vernaculaires italiennes datent vraiment du début du XIIIe siècle. Donc c'est très tardif, même si avant il y a un latin très dégradé, une pratique orale différente de celle du latin. Donc tout le travail qu'on mène en histoire du vocabulaire des mots, c'est de comprendre cet écart entre la langue parlée et les traces écrites de cette langue parlée, qui sont souvent des traces écrites en latin. Donc c'est exactement le cas pour les mots qui nous intéressent, puisque donc dans ce vocabulaire économique, les documents que nous avons sont des documents de notaires italiens qui enregistrent des contrats commerciaux. Et c'est donc dans ces contrats commerciaux que l'on trouve l'apparition de certains termes. Donc c'est un peu étrange à dire, mais le mot capital est un mot vernaculaire, capitale, qu'on trouve dans des textes latins. C'est juste pour expliquer cette petite nuance, puisque quand les mots latins se transforment par la prononciation orale dans les différentes langues de différentes façons, donc le capitalis donne en occitan capital ou capdal, en ancien français châtel, chetel, en catalan cabal, en castillan caudal, en italien on a des formes comme cavedal. Donc ça c'est les transformations spontanées, naturelles par l'évolution de la langue. Or capitale est un mot qui est attesté et qui ne bouge pas. Donc il y a un mot qui est reformulé sur le latin, réinventé sur le latin par ces notaires. Donc c'est un point important, alors c'est important à savoir puisque effectivement châtel, chetel, ça a aussi donné cheptel. Donc il y a des mots qui ont des connotations économiques qui viennent, puisque ce mot capitaliste veut dire le principal. C'est l'élément principal, l'élément dominant, qui peut avoir ce sens de les possessions, l'ensemble des possessions, des valeurs. Le mot châtel en ancien français, c'est vraiment l'ensemble des possessions, des biens d'une personne ou d'une famille. Donc c'est pas très loin de cette notion de capital, sauf que capital est un mot technique. C'est ça qui est intéressant à noter, c'est un mot qui dès le départ est technique. Alors, il est figé sous la plume de notaire Pisan, dont nous n'avons pas les documents. Ça, c'est une reconstruction que je fais par déduction.
Les documents les plus anciens que nous ayons sont produits à Gênes en 1155. Gênes et Pise sont les deux grands ports de la Méditerranée occidentale à l'époque. Venise est le port dominant pour le commerce oriental, mais les choses se passent réellement dans un cercle qui est dans la Méditerranée occidentale, les choses pour la formation du vocabulaire et des concepts. Alors, il y a de très très longs débats, de discussions sur d'où viennent les types de contrats employés par ces notaires. Il y a une très longue histoire qui s'appuie sur éventuellement du droit musulman parfois, du droit romain retravaillé par des pratiques du monde grec, donc de l'Empire romain d'Orient. Mais il y a quand même une part d'invention, une part de nouveauté. Et cette part de nouveauté, on la voit très précisément avec ce mot « risque ». Alors, qui apparaît exactement au même moment, on le voit dans les mêmes documents. Je vous expliquerai après donc, comment les mots fonctionnent. Risicum est un mot, c'est la forme de base de tous les mots qui veulent dire risque dans les langues européennes, y compris en allemand, risico. C'est vraiment, ça vient de l'italien, mais l'apparition initiale, c'est la forme risicum. Et donc ne vous fiez pas, c'est un des points où le trésor de la langue française est erroné. Il y a des moments où l'historien doit corriger les dictionnaires. Il y a une fausse invention d'une transmission par le grec ou d'une formation à partir du latin avec des a priori un peu bizarres. Si on regarde de près les documents, il n'y a aucun doute, le mot est un arabisme, puisque les Pisans étaient notamment spécialisés dans le commerce avec le Maghreb, avec des ports qui sont maintenant en Tunisie, en Algérie. Et risicum vient directement du mot resque. Donc c'est un mot arabe qu'on prononce risque plutôt en Égypte ou en Syrie, et qui est, je ne parle pas arabe, mais les spécialistes disent que la forme est avec un E, donc resque, est typique des prononciations du Maghreb, qui sont les lieux exactement où les Pisans font du commerce. Et les Pisans ont importé un très grand nombre de mots, de termes d'origine arabe qui sont passés dans les langues européennes. Donc c'est tout à fait logique que risque ait aussi été emprunté à ce moment-là. Il y a des mots comme justement liés au commerce, comme la douane, ou au vocabulaire militaire comme l'arsenal, l'amiral. Donc tout ça, c'est une série de mots très connus, dont on connaît très bien l'origine pisane, enfin l'emprunt fait par les Pisans. Alors pourquoi et dans quel type de documents ces mots arrivent ? Donc ce sont des contrats de différentes formes. Ça peut être des contrats de société, mais le plus souvent, c'est une forme contractuelle qu'on appelle la comanda. On reprend le mot italien, puisque commande est un mot français qui veut dire autre chose. Il y a des commandes avec un E, qui est aussi un autre type de relation vassalique tout à fait différent. La comanda est un contrat dans lequel un investisseur apporte, un marchand, investit, apporte une quantité de biens ou d'argent qu'il les remet à un marchand itinérant qui va, pour lui, accomplir un cycle commercial, qui va aller dans un endroit, dans un lieu indiqué pour vendre des biens et avec le produit de la vente, racheter d'autres biens qu'il va ramener, parfois en passant par d'autres endroits au cours de route, et ramener au port de départ. Et on pense l'opération, c'est là où c'est fondamental, on la pense sur un cycle commercial. Depuis le moment de l'investissement jusqu'au moment du retour où on fait les comptes, il y a la reddition des comptes, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut déterminer quel est le profit. Donc il y a eu, et le couple de termes, c'est capitale et proficum. C'est donc là, vraiment deux termes qui sont des termes techniques. C'est du vernaculaire latin, du latin vernacularisé, c'est un peu étrange comme chose, mais c'est des mots très techniques qui veulent dire littéralement la somme initiale investie en valeur historique et le profit qui est calculé au terme de l'opération. Sauf que dès le départ de l'opération, on détermine comment aura lieu le partage du profit. Et le point crucial, là où intervient le risque, c'est que le capital est investi au risque de l'investisseur. On dit atum risicum. J'ai mis 2 fois atum, excusez-moi, c'est une erreur. Ad risicum tum ou atum risicum, ça revient au même. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est de comprendre pourquoi le mot risicum a été emprunté à ce moment, puisqu'il y a des documents qui disent, ou certains notaires n'emploient pas le mot. On a une série de cartulaires de Gênes, de Savone, qui sont les villes
donc de Ligurie qui ont préservé avec soin des très anciens cartulaires de notaires. Donc les cartulaires, c'est des recueils de documents. Et dans ces documents, certains n'emploient pas resicum et emploient uniquement fortuna. Et ils disent ad fortunam tuam, à ta fortune. Or, la transformation se fait, le passage, je pense, enfin, c'est mon interprétation, il y a une raison, c'est que resicum est neutre d'un point de vue moral, d'un point de vue théologique, moral. C'est un mot emprunté qui est totalement neutre. Alors, il n'est pas du tout neutre en arabe, puisque risque est un mot coranique, qui veut dire la part attribuée par Dieu à chacun. C'est un mot qui a un sens très fort en arabe, mais emprunté à l'arabe, en latin, dans le latin des notaires, il n'a plus aucune connotation morale ou théologique. C'est ça l'élément important. Et on a un cas tout à fait similaire à l'époque moderne, qui est le mot aléa. Aléa a été réinventé, réintroduit, repris au latin pour dire la même chose avec une neutralité totale, puisque le mot risque a pris, évidemment, comme vous le savez, une connotation négative. Alors, dans ces documents, initialement, le risque, c'est simplement la responsabilité de perte ou la potentialité de gain assumée par l'investisseur au départ. À ton risque, ça veut dire à ta responsabilité. C'est le sens exact du mot, c'est une responsabilité juridique qu'assume l'investisseur par rapport au capital investi. Voilà, donc c'est ça, je pense, là, il y a donc une raison pratique d'avoir inventé un mot qui n'a pas la connotation de fortune, puisque la fortune est généralement pensée comme positive. Il y a la bonne fortune, même si donc dans la pensée médiévale, il y a la roue de la fortune qui est parfois bonne, parfois mauvaise. Mais Fortuna, c'est une divinité romaine, il y a beaucoup de connotations, il y a trop de connotations, donc c'est pour en faire un mot technique qu'on emprunte ce mot à l'arabe. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que ces mots, donc par recoupement, j'arrive à dater, à dire c'est les années 1140 par des notaires pisans installés à Bougie, à Tunis, dans des ports d'Afrique du Nord, qui inventent ce vocabulaire. Mais ce qui est très frappant, c'est que les mots passent dans le vernaculaire très rapidement. On a un document en Italie, dans les Marches, donc c'est un document d'une abbaye de Fiastra, dans les Marches, qui est vraiment à l'intérieur des terres, pour un contrat rural, un contrat de location de cheptel, de bétail, on a le mot ad resicum. Donc c'est le mot, le néologisme qui est très vite passé dans l'usage vernaculaire. Et ce mot resicum, donc j'ai fait donc, dans la plateforme de documents auquel vous aurez accès, vous trouverez un article dans lequel j'ai raconté toute cette histoire en donnant beaucoup plus de documents. Et on observe une circulation du mot autour de la Méditerranée occidentale uniquement. Le mot ne passe jamais à Venise. Les Vénitiens sont réfractaires. Soit en Italie, donc à l'intérieur des terres, et donc en Méditerranée occidentale, progressivement, donc comme on l'a vu à Gênes, puis à Marseille, en Catalogne, dans l'ensemble du bassin de la Méditerranée occidentale, le mot passe. Et le mot capital, donc, également passe. Comme vous voyez, c'est un document, c'est dans le recueil des plus anciens documents en langue italienne, qui sont des documents du début du XIIIe siècle. Et on a un des tout premiers documents, c'est des documents comptables dans lesquels il est question de prode et capitale, donc profit et capital. On compte. Et donc, dans ce recueil des documents, vous trouverez quelque chose qui est l'ouverture d'un recueil comptable qui dit « Questo est lo quaderno dei capitali della compagnia alla quale si dice dei boni ». C'est une compagnie basée à Pistoia, donc en Toscane, et avec un recueil comptable qui dit « Ceci est le cahier des capitaux de la compagnie qu'on appelle des boni », qui est le nom de la famille. Donc on a un cahier du capital. Le capital est un acteur comptable dès le XIIIe siècle. Quant au risque, je vous ai noté un emploi très intéressant qui prouve que le mot est employé vraiment de façon quotidienne, puisque alors c'est à Marseille seulement. Et Marseille n'est pas un grand centre, enfin c'est notable, je n'ai rien contre les Marseillais, mais par rapport à Gênes ou Pise, c'est peu de choses. Ce sont les Marseillais seuls qui inventent et utilisent le verbe réségarer. Bon, on ne l'a pas trouvé ailleurs, disons. Et il y a des notaires qui emploient au XIIIe siècle le verbe risquer pour dire employer un capital dans une opération à risque. On emploie le verbe réségarer, donc risquer.
risquer aussi bien par mer que par terre. Hein, c'est une expression qu'on retrouve, et le mot est employé effectivement, alors, initialement pour des contrats maritimes, mais aussi bien pour des contrats terrestres, hein, pour des contrats qui impliquent une opération commerciale qui a lieu sur terre. Hein, tout ça pour dire que dans cette notion de risque, il n'y a absolument pas la connotation d'un risque de mer. Hein, et même quand les formules se développent, on trouve la formule à ton risque et à la fortune de la mer. Les deux choses sont dissociées, mais le risque n'est jamais un danger maritime, contrairement à une idée un peu reçue qu'il faut évacuer. C'est une responsabilité morale assumée par un investisseur. Alors, ce qui est passionnant, et c'est là où j'en viens à cet auteur, donc peut-être on peut faire passer le livre. Donc c'est un petit livre belge qui n'est pas très connu, mais qui gagnerait à l'être. Je ne touche pas de droit d'auteur parce que les belles lettres ne versent pas de droit d'auteur quasiment. C'est pas pour ça, mais c'est vraiment un document essentiel de l'histoire de la pensée économique, qui est en fait un cours donné à Narbonne en 1293 par un enseignant franciscain qui a été totalement oublié, effacé de l'histoire puisqu'il a été condamné après sa mort comme hérétique, que ses disciples ont été pourchassés. C'est le courant des spirituels franciscains, des fraticelles. Mais c'est un immense penseur, un immense théologien et philosophe qui est de la même envergure que Thomas d'Aquin. C'est exactement une sorte de réplique franciscaine à Thomas d'Aquin. C'est quelqu'un d'absolument passionnant dont l'œuvre a été très négligée, oubliée, qui est encore à éditer. Et dans ses œuvres, c'est un tout petit bout de ses œuvres, qui d'ailleurs s'appuie sur Thomas d'Aquin, comme presque toujours. Hein, il reprend, prolonge, discute avec Thomas d'Aquin. Donc un cours sur les contrats donné au couvent de Narbonne, alors, ville marchande, mais pas une grande ville intellectuelle, à des élèves franciscains pendant, à mon avis, au printemps 1293. Qui pose des questions sur le juste prix, l'usure, hein, les thèmes classiques, mais qui, à l'occasion de ce cours, discutent des contrats qui sont pratiqués effectivement en Languedoc. Et ce sont les mêmes contrats que dans le monde méditerranéen, ce sont les mêmes contrats qu'à Pise ou à Gênes, ou à Florence à l'époque, qui est devenue la ville dominante. Et dans ces contrats, de façon très très intéressante, le théologien ne juge pas par avance que toute intention de gain est négative. C'est un théologien qui assume une fonction pastorale vis-à-vis des populations, de la communauté urbaine, et qui pense que les marchands, enfin même il l'écrit quelque part, qu'un bon marchand a plus de chances d'aller au paradis qu'un prélat corrompu. Et il a un côté légèrement anti-institutionnel. Enfin, il dénonce la corruption de l'Église. Il est donc un partisan de la pauvreté volontaire franciscaine, mais en même temps, il comprend le sens des opérations commerciales dans la mesure où elles sont utiles à la communauté. Donc c'est là où c'est une pensée très riche. Vous verrez. Enfin, je voudrais juste quelques éléments, mais c'est le premier texte dans lequel on trouve littéralement toute la conceptualité économique moderne, pas toute, une très grande partie de ces donc des concepts qui sont les concepts qui sont employés par les marchands depuis un siècle et demi, et que lui, en tant que penseur, conceptualise. Alors, il est, donc sur Valeur, je remonterai à d'autres auteurs qui ont également discuté avant lui du terme, mais pour ce qui est des notions de risque et de capital, il est vraiment le premier et quasiment le seul pendant très 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 longtemps. Alors, ces œuvres ont été ce texte a été tout à fait ignoré, mais en réalité, il a joué un rôle considérable puisque le texte a été repris à la lettre par Bernardin de Sienne. Bernardin de Sienne, donc grand franciscain observant, actif dans la première moitié du XVe siècle, et les observants ont récupéré les manuscrits des fraticelles. Enfin, je reconstitue l'histoire et littéralement, quand 20 ans après la mort d'Olivier en 1298, donc en 1318, 20 ans plus tard, le couvent de Narbonne où il était enterré a été détruit, sa tombe a été détruite, et les franciscains qui étaient à l'époque pourchassés, ses disciples, sont passés en Italie avec les livres, avec la bibliothèque qui a circulé. Et un siècle plus tard, les observants, dont Bernardin, ont récupéré ces livres, et Bernardin a lu très attentivement et a repris 95% du contenu du traité des contrats dans ses propres œuvres latines qui ont été très diffusées.
Et à son tour, Bernardin a été lu et repris. On ne parle pas de plagiat au Moyen-Âge. Hein, c'est une pratique normale de reprendre des textes utiles. Olivier lui-même, dans son traité, reprend des passages d'un canoniste dominicain, Guillaume de Rennes. Donc c'est tout à fait normal, quand on a des bonnes réponses à certaines questions, de les réutiliser. Et donc Antonin de Florence, dominicain, a repris à Bernardin de Sienne les passages les plus intéressants d'Olivier. Et ces deux auteurs ont été très lus, très souvent imprimés et réimprimés jusqu'au XVIIIe siècle. Et ils sont un des fondements de la réflexion de la seconde scolastique. Donc la seconde, c'est ce mouvement donc de reprise de la discussion théologique du XIIIe siècle par des dominicains principalement, puis des jésuites au XVIe, XVIIe siècle, qui élaborent à leur tour une réflexion très intéressante sur les relations économiques. Et en arrière-plan, la pensée d'Olivier est présente. Même personne ne le cite jamais, il a été oublié, mais ça reste présent. Et par différents biais, les textes circulent et on peut voir une sorte de trace très très dégradée. Il reste quelque chose de très dégradé qui arrive jusqu'à la pensée économique du XVIIIe siècle. Et quand on a cette vision d'ensemble, on peut penser que l'histoire de la pensée économique n'est pas l'histoire d'un progrès vers la lumière, mais au contraire d'une dégradation de l'intelligence à partir d'une réflexion beaucoup plus riche du XIIIe siècle qui inscrit les relations économiques dans un cadre politique et moral. Et c'est ce cadre-là qui se perd progressivement. Donc tout ça pour présenter rapidement ce texte. Et le point qui est fascinant, c'est qu'il discute très précisément de ces contrats de capital. Et il le discute à tel point qu'il définit le concept de capital. Alors je vous ai mis le latin, mais on va lire directement la traduction française. Et il dit... donc c'est un des passages qui donne la définition la plus nette. Ce qui est destiné par une ferme décision de son propriétaire à produire un certain profit probable n'a pas seulement le caractère de l'argent simple. Je traduis le caractère, c'est ratio. Le mot ratio a tellement de sens différents qu'il faut arriver à bien le définir. Mais la ratio qui définit un contrat, j'ai choisi de traduire par le caractère d'un contrat. Donc ici, il n'a pas seulement le caractère de l'argent simple ou de la chose elle-même, mais il contient en outre une certaine raison séminale de profit que nous appelons communément capital. Alors, quand il dit que nous appelons communément, ça veut dire vraiment dans la langue courante. Hein, il y a un mot qu'on appelle capitale. Alors ça pourrait avoir l'air d'être du latin, c'est bien un mot vernaculaire. C'est un mot vernaculaire toscan, figé, qui est employé partout dans la Méditerranée occidentale. Et donc, le mot capital est resté figé dans toutes les langues, y compris l'allemand, comme vous savez, depuis les Pisans. Donc, ce que nous appelons communément capital. Et donc, ça, c'est la réponse à l'argument qui est discuté dans ce passage-là. Celui qui détient de force un capital ne doit-il pas seulement rendre la simple valeur de la chose, mais également cette valeur surajoutée, hein? Si on traduit un mot, ça veut dire mer verte. Donc c'est exactement la plus-value de Marx qui est là. Donc et dans le texte, dans le traité, il y a beaucoup de lieux qui montrent qu'il a toujours en tête cette distinction entre l'argent simple, l'argent en tant qu'argent, qui est l'argent impliqué dans les contrats habituels. Et il y a un type de contrat différent dans lequel l'argent est pensé en tant que capital, qui est à la fois donc qui contient le principe de l'argent simple, c'est-à-dire un principe d'équivalence temporelle. Hein. L'argent comme mesure ne bouge pas, ne doit pas bouger, mais à cela s'ajoute, alors il dit raison séminale, je ne sais pas si vous avez en tête, c'est une théorie qui vient d'Augustin. Alors c'est amusant parce que dans d'autres textes philosophiques, Olivier rejette totalement cette notion de raison séminale. En fait, il l'emploie par facilité parce que c'est un mot que les gens comprennent, mais ça n'a pas un sens technique du tout ici. Il dit ailleurs une raison causale. C'est simplement que le capital, et donc vous voyez bien que c'est la décision du propriétaire, c'est l'intention initiale d'un marchand d'investir son argent qui donne à l'argent un caractère de capital qui contient dès le départ un profit probable. Si je décide d'investir aujourd'hui 100 livres tournois dans une opération marchande, ces 100 livres valent 100 plus une probabilité de profit futur. Et c'est là où c'est assez fascinant, et ça rompt avec beaucoup d'images qu'on a sur les incapacités supposées des médiévaux. Il dit on peut tout à fait calculer ce profit probable, et il y a tout un passage qui dit même on peut mesurer, estimer et vendre par avance ce profit probable. Alors c'est un des passages les plus fascinants, qui est une discussion d'un type de contrat qu'on n'a pas retrouvé par ailleurs,
mais qui s'apparente vraiment au premier contrat d'assurance à prime. On sait que les assurances sont inventées à peu près au même moment, autour de 1300. Et là, on a un type de contrat dont il discute et qu'il accepte. Et il dit qu'il est tout à fait légitime qu'un marchand investisseur vende par avance la part de profit qui lui reviendra au marchand qui va faire l'opération. Donc il investit, il touche un profit, mais ce profit est moindre que le profit final réalisé, etc. Donc comme ils vont par avance, ça vaut moins cher que s'il avait sa partie. Il a un gain qui est en un sens assuré, mais qui est beaucoup moindre que le gain final qu'il aurait pu réaliser en menant l'opération à terme. Voilà, donc il y a cette capacité à penser par avance un profit probable qui a une valeur, qui est un des points les plus intéressants. Et donc un autre passage qui décrit la même chose, qui dit bien le capital en tant que capital, c'est-à-dire en tant qu'il est destiné à un commerce lucratif, ajoute un certain caractère lucratif au caractère de l'argent pris en lui-même d'une même quantité qui n'est pas ainsi destiné au commerce. Donc il redit fortement, lourdement les mêmes termes. Et donc, ici, ce caractère de capital en tant que tel peut être vendu au-delà du simple prix de l'argent. Voilà. Donc, premier élément, vous voyez bien on est capable de penser le capital, le profit, dans des termes très modernes à la fin du XIIIe siècle. Alors, évidemment, cette position-là n'est pas du tout dominante dans la pensée scolastique, parce que c'est lié vraiment à la proximité d'un théologien franciscain qui s'intéresse à la confession des marchands. Et il sait que tous les marchands en Méditerranée pratiquent ce genre de contrat, et pourtant ce sont de bons chrétiens. Ils ne peuvent pas être damnés par avance en raison de ce qu'ils font. Il faut juger est-ce que ce qu'ils font, ces types de contrats, sont justes. Donc il faut avoir des critères, il faut comprendre le fonctionnement du contrat pour estimer est-ce qu'il est juste. Et la seule question, c'est est-ce que le partage du profit est juste? Est-ce que dans l'opération, il y a un abus de faiblesse? Est-ce qu'il y a des éléments qui rendent l'opération injuste? C'est ça, le critère fondamental est la justice. Et l'autre critère fondamental, c'est la liberté. C'est une théorie, donc là l'élément franciscain est présent par une théologie de la volonté. Olivi est philosophiquement un des penseurs les plus radicaux de la liberté de la volonté. L'être humain se définit par une volonté totalement libre. C'est pour ça qu'il peut, en devenant franciscain, tout abandonner. On ne peut rien posséder malgré soi. Il faut, pour penser la vie franciscaine, qui est une vie de pauvreté totale sans possession, il faut penser que la propriété est intégralement volontaire, et donc dont on puisse s'en détacher totalement par un acte de la volonté. Donc cette pensée de la volonté est fondamentale pour lui. Et d'ailleurs, sur ce point, quand on parle de la tradition franciscaine volontariste, en réalité, Duns Scott, qui est juste après la génération suivante, a beaucoup repris à Olivi. Duns Scott, lui, est un penseur tout à fait dans l'institution, absolument sans aucune des tendances anarchistes d'Olivi, mais il lui reprend philosophiquement énormément de choses. Et Duns Scott a été un penseur très, très influent, avec toute une école qui se développe après lui. Mais il faut avoir en tête qu'il a cet élément de la volonté est lié à Olivi et à sa vision de la pauvreté initialement. Donc juste une première conclusion d'ensemble sur cette réflexion sur la question du profit probable du capital. Vous voyez là, chez Olivi, il y a une légitimation d'un taux de rendement du capital, ce qu'on pourrait appeler un rendement du capital, alors que par ailleurs, il maintient tout à fait l'interdiction de l'usure sur un prêt de consommation. Il n'y a aucun problème à avoir ces deux positions à la fois, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est très intéressant conceptuellement pour nous, ici, de penser que la question du taux de rendement du capital n'est pas du tout la même chose que la question du taux d'intérêt. Et peut-être une des grandes confusions qui règnent sur ces questions, c'est de penser que c'est la même chose. Voilà. C'est bien d'arriver à penser que ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Et Olivi donc dit sur un prêt, alors il ne dit pas prêt de consommation, mais ça revient à ça, hein, l'usure, dans la définition du droit canon bolonais, donc c'est l'école de Bologne qui est la plus importante et qui définit vraiment les termes à la fin du XIIe siècle. L'usure se définit comme une rémunération d'un prêt de matières qui sont destinées à être consommées, qui sont, comme dira Thomas d'Aquin, qui disparaissent dans leur usage. Et dans ces choses, il y a, les exemples classiques sont le grain, le vin et l'argent. Dans cette pensée, l'argent est quelque chose qui se consomme de même que la nourriture.
On ne peut rien faire d'autre de l'argent que de le consommer. Donc un prêt de consommation, c'est-à-dire un prêt, si on prête à... Et c'est vraiment la forme classique de l'usure au Moyen-Âge, c'est les paysans qui ont du mal à faire la soudure et qui ont besoin, en attendant les récoltes, d'un prêt donc soit directement de grains, d'huile, de vin ou d'argent pour acheter ces biens. Ce prêt de consommation se consomme dans son usage et, d'après le droit canon, il ne faut rien demander en retour comme rémunération. Si on emprunte à un usurier 10 sous, on lui rendra 10 sous, pas plus. Si on lui emprunte une mesure de grain, on lui rendra une mesure de grain, pas davantage. Et ça, c'est justifié par différentes raisons. De façon très, très intéressante, Olivier dit « il n'y a aucune justification dans le Nouveau Testament ». C'est un des points où l'Ancien Testament a fixé les règles et où l'Ancien Testament donne une norme morale qui est toujours valide. Il y a toute une théorie très intéressante sur quelles sont les prescriptions, les lois de l'Ancien Testament qui demeurent valides pour les chrétiens. Est-ce que le Christ a aboli l'ensemble de la loi ou est-ce qu'il l'a accompli? Donc il a aboli certains rituels, certaines formes donc, de la loi qui sont des prescriptions rituelles, des définitions légales qui n'ont plus de valeur. Par contre, tout l'élément moral qui est dans la loi de l'Ancien Testament demeure. Et à ce titre-là, on peut se fonder uniquement sur l'Ancien Testament. C'est un point très intéressant. Au passage, Olivier est à Narbonne, qui est une grande ville intellectuelle juive. On a très très peu de traces de ses relations avec des juifs, mais on peut ici voir qu'il a discuté avec des juifs sur le fond. Et il reprend un passage, alors il est le seul à connaître un passage de Rachi. Rachi, grand commentateur de la loi juive qui est actif en Champagne au XIIe siècle. Olivier utilise des éléments qui viennent de Rachi et qu'il n'a pu connaître que par des discussions avec des rabbins à Narbonne. Même si lui ne le dit pas, on peut repérer que c'est ce genre de discussion. Voilà, donc ce n'est pas du tout la même chose, l'interdiction de l'usure qui est maintenue et les opérations de capital qui ont lieu entre marchands dans un but d'investissement. Alors, c'est un peu étrange. Pourquoi? Il y a là une réalité sociologique très importante à avoir en tête. Le prêt de consommation est supposé avoir lieu dans la communauté, dans une communauté politique. Donc tout le traité, la première partie du traité sur le juste prix est dominée par des notions de communauté politique. C'est une pensée qui est adaptée au modèle de la ville. En Italie, ce serait des cités-États, mais ici, c'est la commune de Narbonne reste, jusqu'à l'époque d'Olivier, ça changera très vite juste après, une ville qui est capable de se donner ses propres lois, qui a des consuls. Ça ne dure pas très longtemps parce que les consuls de Narbonne prennent un peu le pouvoir sur les opérations économiques à la fin du XIIIe siècle et ils le perdent au profit du roi et des agents du roi de France très rapidement après. Mais c'est quand même très notable que dans ce moment précis, il y a une pensée d'une justice sociale assumée par les consuls. Alors bien sûr, les consuls sont des grands bourgeois, donc c'est à leur profit que ça fonctionne. Il n'empêche qu'il y a cette notion d'une justice dans la communauté, d'un partage égal. Et c'est en vue de cette justice que le prêt de consommation ne peut pas être rémunéré, qu'il y a des règles de limitation du juste prix, mais qu'il y a une légitimation du commerce. Il y a aussi des textes très intéressants dans le traité sur le fait que le commerce, il est légitime de rémunérer par un profit des marchands qui font du bien à la communauté, qui apportent des biens qui ne sont pas disponibles sur place. Donc, voilà. Mais la légitimation est toujours au nom du bien commun. Ça, c'est aussi l'autre élément qui change un peu par rapport à la pensée économique moderne. L'efficacité économique est subordonnée au bien commun de la politique de la communauté et au bien moral des individus. Donc voilà pour ce cadre général. Alors que les opérations commerciales profitables ont lieu en dehors de la communauté. C'est ce qui définit, que ce soit par terre ou par mer, c'est un cycle commercial qui a lieu à l'extérieur et qui peut légitimer un profit d'un capital. Donc, voilà, juste pour donner ce cadre, c'est ça qui lui permet de penser cette opération. Alors évidemment, par rapport à nous, ça fait une très grande différence. On n'est pas du tout dans un cadre homogène politiquement, et il est très compliqué, alors je ne rentre pas dans le détail, mais d'arriver à attribuer à tout le monde, et pas seulement à des marchands qui agissent à l'extérieur de la communauté, la capacité à investir, à faire d'un investissement profitable. C'est assez compliqué. La justification, alors il y a deux éléments
pour bien distinguer taux d'intérêt, taux de rendement du capital. Le taux d'intérêt, en réalité, c'est quelque chose qui vient très rapidement. En France, c'est en 1311, c'est aussi une chose qu'on ne connaît pas assez, c'est le roi Philippe le Bel autorise ce qu'on appelle les petites usures. C'est-à-dire, en fait, c'est un taux d'usure accepté. Qui a un taux de 12% à ce moment-là. Il y a un taux, c'est encore aujourd'hui, c'est encore valable, il y a le taux maximum qui est pris sur du prêt à la consommation. Alors, et le roi le dit 2 fois pour bien se faire comprendre, il s'agit d'une dépénalisation. Ça reste un péché, du point de vue théologique. Demander un profit sur un prêt de consommation est un péché, mais le roi dit je ne lancerai pas de poursuite contre les petits usuriers, seulement contre ceux qui prennent une usure plus importante que le taux autorisé. Et cette position, en fait, est restée. C'est une chose qu'on ne sait pas assez, qu'on ne dit pas assez, mais donc il y a une dépénalisation de l'usure limitée dès le XIVe siècle. Et en réalité, la fin un peu des discussions théoriques sur ces questions-là du fait de cette position. Je passe sur les détails. Alors que légitimer la pratique du capital commercial par tous, c'est un autre dispositif qui passe par les Génois à nouveau, et un dicton qui est adopté à Gênes qui dit « tous les Génois sont des marchands ». Donc on doit présumer que tous les Génois, même si de profession ils sont autre chose, ils sont avocats ou bouchers ou médecins, ils peuvent investir et obtenir un profit. Ça, c'est une des autres justifications. Et la troisième voie, c'est celle en fait, qu'on a vue tout à l'heure, dans le cas d'un capital détenu de force par autrui. Donc, on dit si un marchand a un capital qui lui est pris, alors soit parce qu'il y a un retard de remboursement d'un prêt ou il y a d'autres clauses, il a droit à la rémunération de l'argent qu'il aurait pu gagner. C'est exactement les foregone earnings de Milton Friedman et ses amis. C'est pensé comme étant, on dit, le lucrum cessans dans le vocabulaire des canonistes du XIVe siècle. Donc c'est le manque à gagner, le profit qui n'est pas réalisé doit être remboursé dans différentes opérations, et notamment dans les prêts aux villes. Et donc quand les villes vendent des titres de leur dette publique, on considère que c'est un emprunt forcé. Alors, on joue un peu sur les mots, et ces emprunts forcés sont rémunérés de façon tout à fait légitime. On considère que tous les marchands peuvent investir dans les titres de la dette publique, et on voit à Narbonne, ce n'est pas des titres de la dette, c'est vraiment des prêts faits au consul, et un marchand, on a un cas de l'époque de Lévy, d'un marchand qui renonce, alors il dit dans un document, il renonce à une opération qu'il aurait pu mener en France, c'est-à-dire dans les foires de Champagne ou à Paris, et il aura comme rémunération le taux de profit réalisé par tel marchand qui est nommé. Et on voit dans le document qu'au bout de 3 ans, il a un profit de, je crois que c'est environ 15%, qui est vraiment d'après les comptes de telle opération menée par tel marchand qu'il avait indiqué au départ. Donc si ce marchand-là avait perdu dans son opération, il aurait une rémunération négative. Voilà. Donc c'est les éléments qui ont légitimé la généralisation, disons, de cette rémunération du capital. Mais point intéressant, tout n'est pas forcément à traiter comme un capital. Bon, j'avance un petit peu pour vous parler de la valeur. Donc l'autre mot dont je voulais vous discuter. Valeur n'est pas un mot de latin classique. Ça a l'air d'être du latin classique, mais ça ne l'est pas. Il y a une sorte de préhistoire à l'époque visigothique en Espagne, donc au 7e, 8e siècle. Mais le mot apparaît vraiment et est utilisé aussi donc, dans les mêmes régions, à Barcelone. C'est les premiers usages de valeur appliquée à des biens. Et donc c'est dans un document concernant un échange de terres entre en fait c'est un monastère urbain qui veut s'agrandir et qui échange des terres avec un voisin. Voilà. Et au cas où le contrat serait rompu, il y a une clause qui dit qu'il aurait droit à une terre dans un tel lieu où tu puisses conserver la même valeur dans le même bourg de Barcelone. Donc là, on est vraiment sur une notion, c'est localisé, il y a un marché foncier au sein de la ville, ce n'est pas en dehors de la ville, c'est donc une terre de même valeur. C'est la première trace que j'ai de ce mot valeur appliqué à des biens. Il y a d'autres exemples, et un qui est très frappant, c'est à Valenciennes,
Donc en 1114, c'est un document qu'on appelle la charte de paix, qui est en fait la grande charte de la commune de Valenciennes, qui fixe les règles donc, de la justice urbaine. Et il y a une clause qui dit si quelqu'un se saisit du bien d'autrui et croit qu'il peut justement le faire, etc., donc il doit. Donc il y a un problème, c'est quelqu'un qui, précisément, dont on a pris les biens et qui veut se faire justice lui-même. Il faudra, et donc il n'a pas le droit de le faire, il faut que ça passe par les règles de la justice, on ne fait pas justice soi-même, et au cas où, si la chose n'est plus apparente parce qu'elle a été dépensée, et que l'autre jure de la valeur de la chose, l'accusé sera tenu de la lui restituer dans les 7 jours. Donc on a une clause, un cas de restitution, et on jure de la valeur de la chose. Donc c'est un élément assez intéressant. Donc la chose n'est plus là, mais il reste une valeur. Alors c'est intéressant ici de comprendre pourquoi ce n'est pas le mot prix. Le mot pretium est un mot assez couramment employé. Il faut comprendre pourquoi on a besoin d'un mot valor à côté d'un mot pretium. Et en fait, le pretium définit quelque chose qui n'est pas du tout le prix tel qu'on le pense nous maintenant. Le pretium, à l'époque, veut dire la chose qui est donnée en échange. C'est quand dans un contrat, on échange un bien contre un autre. On échange, il y a un transfert d'un bien contre un autre bien, et le contre-transfert est désigné comme pretium. Et ce pretium peut être de l'argent, peut être une chose, mais ce n'est pas une notion abstraite. C'est un élément matériel, concret. Or, valor, au contraire, veut dire cette dimension abstraite de quand la chose n'est plus apparente, on peut quand même penser ça à valor. Il n'y a rien en échange, mais il y a une valeur, donc une valeur de la chose. Et donc la question, c'est est-ce que le prix, la question du juste prix, est-ce que le prix a une valeur juste ? C'est ça l'argument qui vient en arrière-plan. Juste un mot pour dire très vite que autour de 1100, le mot où l'idée de valor s'est répandue très largement, puisqu'on trouve chez Guigues Ier, prieur de Chartreuse, qui est donc coupé du monde. Les Chartreux sont vraiment parmi les religieux qui sont les plus éloignés de la vie sociale. Donc dans ses méditations, une phrase qui dit « Ce n'est pas selon leur valeur ». Alors il emploie le mot Valencia, qui est un mot de latin classique, mais qui n'a pas du tout ce sens. Donc c'est une façon de gommer l'aspect néologisme. On emploie un mot classique en lui donnant un nouveau sens. Mais ça veut bien dire valeur. Ce n'est pas selon leur valeur que nous nous affligeons de la perte des biens ou que nous nous réjouissons de leur acquisition, mais selon l'affection que nous leur portons. Donc il y a déjà un début de réflexion sur qu'est-ce que c'est la distinction entre une valeur d'échange et une valeur d'usage, en quelque sorte, chez Guigues Ier. Voilà. Donc juste pour dire que le terme se développe et il finit par... Voilà, vous avez ici, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas mis Guigues Ier. Vous le voyez, mais je voulais surtout vous parler d'Albert le Grand, donc l'entrée du mot valor en philosophie. C'est un moment absolument essentiel pour l'histoire de la pensée occidentale. Donc Albert le Grand, immense théologien dominicain, allemand, formé à Padoue en philosophie et médecine, et qui devient maître en théologie à Paris, et qui est le maître de Thomas d'Aquin, et qui est nommé en 1248. Il est chargé par l'ordre dominicain de fonder un nouveau centre d'études à Cologne, et il part avec Thomas d'Aquin comme assistant. Et à Cologne, il décide de prendre un nouveau programme d'études en prenant le pseudo-Denis l'Aréopagite comme base de cours de théologie, ce qui est très nouveau avec des textes qui viennent d'être traduits. C'est vraiment une philosophie, une théologie néoplatonicienne très très riche qui est mal connu en réalité jusqu'à Albert. Il est le premier à faire un commentaire approfondi. Et de l'autre côté, la philosophie morale et naturelle d'Aristote. Et donc il part donner des cours sur Aristote et sur l'éthique d'Aristote qui vient d'être traduite intégralement. L'éthique à Nicomaque avait été connue par fragments et la première traduction complète vient d'être finie, achevée en Angleterre par Robert Grosset et Albert le Grand le commente. Et arrivant donc dans le livre 5, dans le fameux passage que vous connaissez tous sur la justice dans l'échange, vous savez, le fameux carré que Marx a commenté à son tour, comme tout le monde, sur l'échange entre un maçon et un cordonnier et comment on calcule le juste échange. Aristote, vous savez, dit l'échange se fait selon la diagonale. L'échange est juste quand le besoin réciproque de la chose d'autrui est égalisé, peut être égalisé. Albert le Grand a ce texte-là sous les yeux et il ne comprend pas, et parce que pour lui ça ne veut rien dire, et il corrige en disant dans son explication, après avoir
dit qu'il y avait bien ça dans le texte. Il reproduit le dessin et il dit non, la proportion juste ne peut s'égaliser que selon les lignes latérales, selon les côtés, c'est-à-dire selon le rapport de chacun à sa production. Et donc il y a un échange égal quand il y a un échange entre choses de valeur égale. C'est vraiment l'utilisation du mot valeur, qui transforme complètement la pensée de l'échange. Et là, on le voit sur le vif. Il n'y a pas de concept de valeur, d'équivalent chez Aristote. C'est pas qu'il n'y a pas de valeur chez Aristote. Aristote sait qu'il y a des choses qui ont des valeurs plus ou moins grandes qu'on peut comparer, mais il n'y a pas cette notion d'une quantité abstraite qui mesure la valeur des choses. Ça n'existe pas. C'est pas la même chose que l'argent, la valeur. On peut penser l'argent sans penser cette valeur. Donc chez Albert, Aristote n'a plus aucun sens. Il reformule complètement. Alors il y a en plus un contresens sur un mot qui fait qu'il pense que vraiment la seule vraie mesure des choses, c'est le travail. Robert Grosset a traduit un mot qui veut dire besoin chez Aristote par le mot opus, il y a deux mots opus en latin, et le opus est une expression qui veut dire il y a besoin de, et alors que l'opus c'est le travail accompli, le ergon, la chose produite, et Grosset fait un jeu de mots entre les deux sens du mot opus qu'Albert ne comprend pas, et Albert comprend partout opus au sens de travail. Et donc il dit c'est la seule mesure, c'est le travail, l'égalisation selon le travail. Et donc il dit, donc grande question, comment mesure-t-on la valeur des choses, et sa réponse, donc ce qui est la première définition de la valeur, juste à la fin du passage, nous disons que si l'on prend la mesure des choses artificielles selon l'être de leur espèce, la monnaie ne mesure pas toute chose, mais la maison. Si on prend des genres de choses, on peut mesurer une maison par rapport à d'autres maisons. On peut avoir la maison standard et des plus ou moins grandes maisons, si on doit mesurer selon leur espèce. Mais si on pense selon leur accident, si on les mesure d'après leur accident, donc l'accident, selon Aristote, c'est quelque chose qui n'est pas substantiel, qui est donc contingent, qui est une dimension des choses, qui n'est pas leur être propre. Et donc, si on les mesure d'après leur accident, qui est d'être appréciable, selon qu'elles viennent en usage et utilité pour la communauté, alors toutes choses peuvent avoir une mesure qui sera leur prix le plus certain entre tous. Donc, ça veut dire, la première définition philosophique de la valeur, c'est un accident, donc une qualité des choses, on pourrait dire plus simplement, une qualité qui est d'être appréciable en fonction d'un usage et utilité pour la communauté. Vous avez toujours cette notion de communauté. Il n'y a pas une valeur personnelle. C'est le jugement collectif des choses qui leur donne une valeur. Et c'est en fonction de cela qu'on peut les apprécier, leur attribuer une valeur. Après, donc, sa valeur sera monétaire, mais ça ne veut pas dire que les choses sont de la même espèce que la monnaie. C'est ça l'élément essentiel. Alors, je passe sur le fait que Thomas d'Aquin, après, a repris et retravaillé le même commentaire pour préparer sa somme de théologie. Et je passe directement à Olivier, utilisant la reformulation de Thomas d'Aquin sur un point précis, une sorte de préalable. Disons, on peut comprendre la valeur dans deux sens. Donc, Thomas le dit aussi, utilisant un passage de Saint-Augustin, parce que le mot valeur, je vous ai parlé seulement pour l'instant de valeur appliquée aux choses, mais valeur peut être aussi appliquée aux personnes, à toutes sortes de choses. Donc il y a la valeur, la vaillance du chevalier, certes, mais valeur est un mot abstrait qui veut dire une grandeur, et qui peut vouloir dire différentes grandeurs. On a même au XIIIe siècle à Paris un théoricien de la musique, le premier théoricien de la musique mesurée, parle de valeur pour dire la durée des notes. La durée relative des notes, c'est la valeur. Et on emploie encore ce mot de valeur en musique. Et ça vient de l'Université de Paris au XIIIe siècle, par Jérôme de Moray, un Écossais. Donc la valeur peut se rapporter à différents éléments, peut avoir une dimension morale. Et donc Thomas d'Aquin, et après repris par Olivier, dit en premier lieu, donc la valeur des choses peut être comprise d'après la bonté réelle de leur nature. Et de la sorte, une souris ou une fourmi vaut davantage que du pain, puisque celles-ci ont âme, vie et sens, et non pas le pain. Selon un second mode, elle est comprise en relation à notre usage, donc c'est là où on retrouve la définition d'Albert le Grand, et de cette façon, elles valent d'autant plus qu'elles sont plus utiles à nos usages, et sous cet aspect, le pain vaut davantage qu'une souris ou un crapaud. Or, puisque les actions de vendre et d'acheter sont ordonnées aux usages de la vie humaine et qu'elles constituent elles-mêmes un certain usage,
en elle la valeur des choses à vendre est donc comprise et mesurée selon le second mode et non le premier. Donc tout le traité des contrats parlera de la valeur en lien à l'usage. Après, donc vous verrez, ce texte est vraiment fascinant puisqu'il dit la valeur, finalement, elle dépend fondamentalement de 3 éléments qui sont l'utilité, la rareté, les préférences individuelles. Et après, il précise, il dit qu'il faut aussi tenir compte des coûts, du travail, des risques. Il y a toujours le travail physique, le travail intellectuel qui est l'industria, enfin, ou le savoir-faire qui est l'industria, et le risque, les 3 éléments qui composent le coût. Voilà. Donc vous avez un panel qui sont à peu près tous les déterminants de la valeur qui ont été reformulés dans la pensée économique moderne. Donc, donc je m'en arrête là pour la présentation des matériaux. Vous voyez qu'à la fois on a quelque chose, une pensée, alors un vocabulaire, c'est pas qu'une pensée théorique, hein, c'est une pensée fondée sur des pratiques et des usages de ces termes, qui est très riche et qui est à la fois très proche de ce que nous utilisons et qui en est très loin. Alors, je propose vraiment des arguments pour qu'on puisse reformuler certaines choses. Je vous ai déjà dit un point qui me paraît vraiment fondamental sur la question du risque et du profit et du besoin de différencier, donc taux d'intérêt, taux de rendement du capital, ce ne sont pas les mêmes notions. Il est important de comprendre comment et pourquoi on les a confondus, hein, et peut-être donc bien avoir en tête que si on considère que finalement tout argent est un capital, on est mal parti. Et si on intègre, enfin, juste pour donner un élément peut-être qui est directement dans le débat de la discussion en comptabilité, si on estime qu'il faut intégrer au capital, dans la définition même du capital, les profits futurs, et donc réévaluer le capital en intégrant par avance le profit futur, on perd de sens, on perd le sens vraiment de la distinction fondamentale. Donc le concept de risque comme une responsabilité, assume une responsabilité vis-à-vis d'un gain ou d'une perte, est je pense, un concept qui a été totalement noyé dans la pratique contemporaine. Et si on intègre par avance le profit probable dans la définition du capital, on perd le sens de cette distinction qui était la base de la comptabilité médiévale, qui me paraît... C'est ma position en faveur de la valeur historique, premier point. Mais de façon peut-être plus fondamentale, la question qui nous intéresse, c'est comment on peut reformuler des concepts en vue d'une comptabilité écologique, mais même plus globalement d'une philosophie politique écologique. Et là, donc, il y a peut-être différents plans d'analyse à avoir, mais certainement, si on réfléchit de cette façon-là, quel est le sens du capital aujourd'hui pour une pensée écologique? C'est évidemment la planète qui nous est pas donnée d'ailleurs. C'est là le point qui est intéressant, dont nous ne sommes pas propriétaires du tout, sur laquelle nous sommes. Donc elle est un capital pour elle-même. C'est là la question qui est peut-être important aussi à avoir en tête. D'une pensée écologique ne doit pas du tout projeter des catégories économiques. Au contraire, elle doit bien s'en différencier très fortement. La planète s'appartient à elle-même si l'on veut. Nous n'en sommes pas du tout les propriétaires. Et donc la question des risques et des profits, ils ne sont pas à penser pour nous. C'est pas du tout une pensée qui serait du type des services rendus par la nature. Je pense que c'est un des concepts les plus dangereux qui soit. C'est les services que la nature se rend à elle-même, ce qu'elle se fait. Je préfère parler de planète plutôt que de nature, parce que le concept de nature est compliqué et grevé de beaucoup de difficultés philosophiques et théologiques. Mais parlons de planète qui est là un objet concret, une entité concrète qui peut avoir une personnalité morale, qu'on peut subdiviser en différents éléments géographique et géologique. Donc le bassin versant est une très bonne subdivision. On peut en trouver d'autres, mais de penser que la nature comme capital, la planète nature comme capitale à elle-même obligerait à repenser tout à fait différemment l'ensemble des autres notions. Donc ça, c'est un premier point. Le second point que je voulais évoquer rapidement, il faut que je finisse, non? Bon, juste pour 5 minutes ou... Voilà. Donc, juste pour terminer, le seul point, si j'ai beaucoup insisté sur ce passage d'Olivier que vous avez ici, c'est bien de réfléchir sur la différenciation entre 2 plans de valeur. Alors, c'est un point qui pour nous est banal, mais c'est banal parce que c'est brouillé. Et ça a été brouillé à cause de ce qu'on appelait la philosophie des valeurs et au fond d'une opération que nous devons à celui qui se présentait comme l'ennemi des valeurs, mais qui au fond a été leur grand introducteur, qui est Friedrich Nietzsche. Et Nietzsche, en proposant la transvaluation de toutes les valeurs
en fait, de façon assez paradoxale, a introduit le mot de valeur et lui a donné un sens philosophique. Et en reprenant volontairement d'ailleurs une analogie économique, ça c'est Jaspers qui l'a mis en évidence, qui a repris un vocabulaire économique pour parler des valeurs, du pluralisme des valeurs, de la lutte, de la guerre entre les valeurs, et en proposant, lui, pour critiquer les valeurs bourgeoises issues du christianisme, de proposer une transvaluation, une affirmation d'autres valeurs, de la volonté de puissance. Donc je ne rentre pas du tout dans la discussion de Nietzsche, mais je pense qu'il est très important de comprendre d'où vient notre vocabulaire. Et la première fois où j'ai commencé à essayer de présenter à un public ces réflexions sur l'histoire du concept de valeur, j'ai été face à des gens qui avaient tous en tête des concepts totalement différents et incompatibles de valeur, qui voyaient des choses tout à fait différentes dans valeur et qui ne comprenaient pas. Donc ça a été un gros travail d'arriver, pour moi, à essayer d'expliquer. J'avais même fait à l'époque une cartographie générale des différents sens du mot. C'est un mot extrêmement complexe. C'est un mot, c'est pas un concept, c'est un mot qui englobe plusieurs concepts. Et même si on peut trouver dans cette idée d'une mesure abstraite, d'une mesure sociale abstraite, quelque chose qui pourrait être commun, mais on a plusieurs sens à articuler. Et je pense que ce premier sens que nous donnons au mot valeur aujourd'hui, donc les valeurs, nos valeurs, chacun a des valeurs, pour quelles valeurs doit-on se battre aujourd'hui? L'écologie aussi a besoin de valeurs, et qui ne peut pas se limiter à la question du capital, de la planète comme capital à défendre, parce que si on reste dans ce genre de vision, on reste au fond piégé par l'économie, mais donc l'intérêt de revenir à cette pensée économique médiévale, c'est de dire que l'économie est subordonnée à la morale et la politique. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça ne veut pas dire qu'il faut un dirigisme politique étatique de l'économie et revenir à des conceptions punitives telles qu'on pouvait l'avoir dans le passé, mais de garder ces dimensions que l'acte économique est un acte qui peut être à la fois pensé comme écologique. Donc, quel est l'impact sur le système naturel? Quel est, d'un point de vue moral, est-ce que ce que nous faisons est juste? Et un des grands thèmes d'Olivier qui me semble très riche et qui n'est pas du tout obsolète, c'est l'idée que chacun peut s'auto-limiter. C'est assez intéressant parce qu'on trouve même des échos chez Castoriadis, qui ne connaissait pas du tout Olivier de ce genre de pensée. Mais Olivier dit les personnes justes sont capables de savoir où s'arrêter, de ne prendre que la part qui leur revient, d'avoir une sorte de décence à ne pas prendre plus que ce qui est juste. Alors qu'effectivement, dans une négociation, quand on est en position de force, on peut vouloir prendre un profit extrême. Et Olivier dit, il y a vraiment un argument moral, il y a un sens de la justice qui fait qu'on s'auto-limite. Un premier point moral. Et dimension politique, c'est que l'acte doit être compatible avec le maintien de la vie collective. Et là aussi, je pense que c'est une autre façon de reformuler. Alors, je dis, c'est pas du tout chez Olivier, mais ce serait presque une lecture castoriadienne d'Olivier, en quelque sorte, d'avoir une pensée de l'autolimitation en fonction de critères écologiques, moraux, politiques, pour penser, non pas donc une maîtrise, une domination complète de cette planète, mais la façon de défendre et de respecter le capital, son capital à elle, qui n'est pas le nôtre, dont nous ne sommes qu'à peine les usufruitiers, serait de penser cette auto-limitation en pensant que la mesure d'un gain, au fond c'est ça l'élément qui est fondamental, c'est le gain individuel n'a de sens, n'a de valeur que rapporté à l'impact qu'il a sur la totalité du système. En gros, ce serait ça l'idée générale que je retire de cette relecture de la pensée économique médiévale. Je ne sais pas comment du tout ça peut se traduire dans un cadre comptable aujourd'hui, mais ça va clairement dans le même sens que ce que vous essayez de faire. Donc j'espère que ça vous sera utile.